Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour le débat de ce 16 décembre 2025. Vous le savez, le dénouement du putsch déjoué a conduit à une réponse judiciaire ferme. La justice a pris des mesures contre les militaires mutins, mais également a étendu ses enquêtes à des acteurs de la vie publique et politique. Candidat Zanaï, Chabiaï, le député Souno Bokor, pour ne citer que ceux-là interpellés dans ce dossier. La justice n'a pas ciblé, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, que la même, mais aussi toute personne civile ou politique pour les besoins de l'enquête. Ce débat ce soir doit déterminer si la traque élargie est la preuve que l'appareil judiciaire fonctionne sans distinction aucune. La question sera répondue en second temps. Nous parlerons de la Constitution. Vous le savez, la Cour constitutionnelle a déclaré la loi numéro 2025-20 conforme à la Constitution en toutes ses dispositions. Cette décision fait suite à 16 requêtes de députés du Parti Les Démocrates et 5 requêtes de citoyens contestant notamment la procédure de vote et le fond du test parmi les réformes. On vous le rappelle, les réformes qui d'ailleurs impacteront l'animation politique figurent l'introduction d'un Sénat, la modification de la durée des mandats et l'instauration d'une trêve politique. Alors, en secondant donc, nous allons analyser comment l'entrée en vigueur de ces changements profonds va concrètement transformer la dynamique politique du pays. Et pour les échanges, 3 invités ce soir. Je suis avec Roméo Aïssegbe, qui est analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, Madame Angèle. Bonsoir chez vous. Julio Tometti, bonsoir. Bonsoir, Madame Tebola. Bonsoir au plateau et téléspectateurs des télé. Vous êtes juriste et analyste politique. Et enfin, Mohamed Liamidi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour le débat. La première question est pour vous, Monsieur Tometti. Candidat Zanaï Chabiaï, Souno Boké, qui est député, inquiété donc dans les enquêtes qui sont en cours après le putsch manqué. Voici la question. La justice déterminée à prendre tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont joué un rôle dans cette mutinerie, évidemment, quel que soit leur statut ou leur fonction politique. Oui, Madame Jatoboula, vous devez savoir qu'il n'y a pas, dans une république comme la nôtre, d'infraction plus grave, à part en matière criminelle, d'une certaine façon, que ce que nous avons vécu le 7 décembre dernier, c'est-à-dire une atteinte à l'intégrité du territoire, la remise en cause de l'ordre constitutionnel, un coup d'État pour faire simple. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'infraction plus grave que ça dans une république, parce que, en fait, c'est une infraction qui ébranle tout le monde, ébranle tout le pays. À partir de ce moment-là, des responsabilités doivent être recherchées. Ces responsabilités sont de 2 ordres. Le premier, c'est ceux qui pourraient avoir des liens de complicité, en fait, avec les mutins. Premier élément. Second élément, c'est ceux qui, par l'expression d'une certaine opinion, font l'apologie, en fait, de ce coup d'État-là. Et qui peut laisser penser qu'il serait en intelligence avec ceux qui ont formaté le coup. Parce que, en fait, lorsque, par exemple, vous avez une opinion, et que ça reste votre opinion, vous le pensez, vous pouvez même vous en réjouir. Mais à partir du moment où, à travers les canaux digitaux, les canaux sociaux, vous le dites, vous l'exprimez, comme étant la norme, comme étant en fait une sorte d'autosatisfaction, ça peut très rapidement en fait influencer d'autres personnes, d'autres couches, alors que le Bénin, depuis 90, a marqué en fait, l'alternance au pouvoir par les unes et non par les âmes. Et qu'il vous souvienne, il y a cela un peu plus de 2 ans, lorsque ça s'était produit au Niger, et ça a été l'un des éléments fondamentaux qui a créé en fait une scission en fait, entre le Bénin et notamment le Niger à travers cette question de fermeture de frontières. Le Bénin a été ferme en fait sur la question de ce qu'il n'est pas tolérable en fait que des groupes d'hommes, parce qu'ils sont dans une position militaire avec les armes de la République, retournent ces mêmes armes-là contre les armes de la République, que ce n'était pas normal. La position du Parti salon était ferme, était même presque exagérée, peut-on dire, qui a créé en fait ce que nous savons. Donc, dans un contexte pareil, qu'un coup
comme ça soit en train de se dérouler et qu'il y ait des gens sur le moment même, en fait, qui expriment en fait une certaine satisfaction, qui expriment une certaine solidarité vis-à-vis de cette infraction que je venais de calculer, comme je l'ai dit tantôt. Il revient à la justice de rechercher en fait les responsabilités pour que ceux qui ont des liens d'une façon ou d'une autre avec en fait ce coup soient recherchés et répondent de le fait. Ceux qui ont fait l'apologie également de ce coup soient recherchés et que s'il y a un lien entre ceux qui l'ont formaté et ceux qui ont fait l'apologie, donc également recherchés. Donc c'est le propre de la justice lorsque en fait les services de renseignement font leur travail, lorsque les autres corps constitués font leur travail, c'est maintenant la justice, notamment au procureur de la République, de rechercher les infractions, de rechercher les auteurs et de les présenter comme cela se doit devant la cour, notamment dans ce cas ici, la criette. Donc, il faut rappeler que toutes ces personnalités sont présumées pour le moment innocentes jusqu'à évidemment leur culpabilité se vérifie. Et surtout, nous attendons toujours la communication officielle sur les différents chefs d'accusation puisque ce ne sont pas forcément les mêmes. Alors, monsieur Aïs Segbe, voilà, dans cette démarche où la justice va jusqu'aux personnalités politiques, serait-ce selon vous un signal envers toute personne qui se retrouverait donc mêlée à cette mutinerie du 7 décembre 2025? Merci beaucoup, Madame Angèle. Votre question est tellement bienvenue que l'une des personnalités du moins inquiétées dans ce dossier dont nous parlons, en la personne de M. Candidat Azanahi, peut légitimement justifier le fait que beaucoup commencent à se demander si la justice béninoise est la même pour nous tous. Et je ne me mets pas dans la posture de distinguer les gens autrement. Mais quand je prends la personnalité Azanahi ces derniers temps, en lisant rien que les commentaires sur les différents canaux, vous avez l'impression que lorsque les gens reprennent ces vidéos, ces affirmations, ces audaces de parler, on se demande si, compte tenu de la rigueur de nos institutions judiciaires, lorsqu'on voit la CNIN opérer... Le CNIN, vous avez le centre. Voilà, le CNIN, pardon, opérer avec une certaine précision en ce qui concerne nos frères et amis qui s'amusent avec les réseaux sociaux pour escroquer ou pour insulter. On se demande dans quel registre les propos de M. Azanahi sont encadrés par la justice béninoise. Alors, d'aucuns ont commencé par croire, y compris moi-même à un moment donné, quand j'écoute ce monsieur qui dit, bon, écoute, nous, on peut faire des sorties pour marcher, et quand la police va venir, ils ne me verront pas moi, ils peuvent vous voir vous. Je le cite, hein, comme ça. Alors, on a commencé par s'habituer que si c'est Candidat Azanahi qui dit, la justice ne peut rien faire. Donc, cette forme, en tout cas, cet acte posé par la justice béninoise, en allant interpeller M. Candidat Azanahi comme présumé, en tout cas coupable ou pouvant être inquiété par rapport à ce qui est arrivé le 7 décembre, nous montre que nul, véritablement nul, n'est au-dessus de la loi. Et là, moi, ça me fait penser à une phrase lorsque un chef d'État prête le serment au Bénin ici. À un moment donné, il cite quelque chose qui m'étonne tout le temps. En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi. Alors, je me demande à quel moment est-ce qu'on peut l'appliquer aux personnalités en exercice et à quel moment on peut parler véritablement de parjure. Et quand j'écoute tout à l'heure M. Tometti, il m'a bien situé dans le contexte des tests qui régissent notre État. Comment est-ce qu'on peut qualifier, bon, en tout cas, comment est-ce que la justice peut poser la question à la personne et analyser ses propos ou ses actes, qui ici, c'est à l'atteinte de l'intégrité territoriale ou à la sûreté de l'État. Alors, pour moi, personnellement, la manière dont ça s'opère aujourd'hui, ce serait de mauvaise foi que de qualifier que, de prendre comme si ces personnalités, puisqu'ils ont été, bon, qualité ministre ou député en exercice et autres là, qu'il n'y a pas des qualificatifs de la loi permettant en certaines circonstances de voir si, et comment vous appelez, et il faut me prêter les termes juridiques pour le dire, si le flagrant délit, par exemple, n'est pas soupçonné, alors que lorsqu'on est dans... n'est pas constitué, merci. Donc, lorsqu'on est dans ce principe,
on ne peut pas dénier à la justice ni à la police judiciaire d'opérer, quel que soit votre rang. Surtout que nous sommes dans le cadre d'une mutinerie qui, heureusement, n'a pas prospéré. Et qui parle de mutinerie, lorsqu'on parle des militaires qui ont des armes de guerre, c'est que ça va dans tous les sens et ça pouvait embraser le pays ou donner place aux mouches de survoler nos cadavres. Donc, d'une manière ou d'une autre, notre justice, elle est beaucoup plus active. Et nous comprenons aujourd'hui que c'est toutes les catégories de Béninois et résidents au Bénin qui sont justement sous les tests de la République. Et donc, notre test est applicable à chaque citoyen sur le territoire national, quel que soit votre rang. Et ce qui interpelle les consciences à ce que nous puissions savoir ce que nous disons, ce que nous faisons, et avec ou comment nous apprécions chaque situation qui passe dans le pays. On comprend que la justice se donne toutes les marges, en tout cas ne fait aucune distinction. Mais puisque vous avez pris, Roméo, le cas de M. Azanaï, je pose la question à vous, M. Liamidi. Eh bien, son cas, justement, force interrogation, même s'il est vrai qu'il ne s'est jamais vu inquiété dans cette déclaration, non pas qu'il le devrait systématiquement, mais certains se demandent si aujourd'hui, eh bien, M. Azanaï se retrouve rattrapé par ce qu'il avait dit ou si effectivement il a quelque chose à avoir dans cette mutinerie du 7 décembre. C'est la justice qui va décider. Absolument, voilà la question. Oui, s'il se voit rattrapé par, évidemment, cette déclaration d'antan, c'était la question. Oui, mais vous savez, ça pose pour moi tout ce qu'on est en train de dire là, y compris la question que vous venez de me faire, pour moi pose toujours la question fondamentale de l'état de droit. Et c'est ça ce que nous avons choisi en 1990, à l'avènement donc du renouveau démocratique, quand nous avons choisi de tourner dos à la révolution. Donc on a choisi l'état de droit, qui est donc un état soumis à un ensemble de règles juridiques, je ne vous l'apprends pas, et donc qui s'oppose à son pouvoir arbitraire, pour donc asseoir la protection des libertés et des droits fondamentaux. Et cela suppose donc que cet état de droit, que nul n'est au-dessus de la loi, comme on l'a déjà dit, mais plus au-delà de cela, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est là où souvent moi, comment je vais dire, c'est là où je ne m'entends pas avec les gens. Parce que la République que nous avons choisie là, c'est strictement d'abord ça, le respect des lois. Que l'on s'appelle Candide Azanaï, que l'on s'appelle Tchabiaï, que l'on s'appelle Soulé Dankoro, que l'on s'appelle, trouvez-moi encore d'autres noms. Vous voyez, ça, le principe, il est le même pour tous. Nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. C'est tout ça. Mais ce que nous avons observé depuis longtemps, c'est qu'il y en a qui se comportent comme si eux, la loi ne peut pas s'opposer à eux. C'est ça, en fait, le problème. Et c'est ça qui est à décrier. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Candide Azanaï. Ce n'est pas parce qu'il a l'air de parler. S'il a toujours parlé, là, je suis en train de répondre à votre question. Oui. S'il a toujours parlé, si ce qu'il disait n'était pas, c'est-à-dire que ne tombait pas sur le coup de la loi, pour moi, il n'y a pas de problème. Et c'est la preuve d'ailleurs que ici, il ne s'agit pas du pouvoir arbitraire de l'État, mais qu'il s'agit plutôt de l'État de droit. Donc, si tout ce qu'il disait n'était pas en opposition, c'est-à-dire que si cela ne piétinait pas quelque part la loi de la République, il n'y a pas de quoi l'interpeller. Et là, ça montre l'aspect liberté que les gens remettent en cause, c'est-à-dire que les gens dénoncent tout le temps comme quoi nous avons perdu nos libertés. Au nom de quoi Candide Azanaï disait tout ce qu'il disait, au nom de la liberté de s'exprimer, jusqu'à ce que là maintenant, on puisse avoir une situation où, s'il a eu à poser un acte, parce que là on est à la phase d'enquête, oui. Ce n'est pas forcément pour avoir dit quelque chose. Moi je ne vois pas le lien qu'il y a entre tout ce qu'il aurait eu à dire et ce qui se passe là maintenant. Pour le chef, enfin pour les faits qui lui sont reprochés, qu'on a lu, on parle d'incitation à la rébellion. C'est ce que je dis. Incitation à la rébellion. En fait, il y a quelque chose que les gens enfin, je ne sais pas si je vais dire si les gens ne comprennent pas. Il ne faut pas faire fixation sur le 7 décembre. Avant le 7 décembre, il y a eu le 6 décembre.
il y a eu le 5 décembre, le 4 décembre. Si M. Azanaï a eu à poser un acte le 4 décembre, ou le 5 décembre, ou même le 6 décembre, la veille du 7 décembre, qui tombe sur le coup de la loi, il ne faut pas voir que c'est parce que forcément il y a eu quelque chose le 7 décembre. C'est ça ce que moi je suis en train de dire de façon claire. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il y a eu la situation du 7 décembre qu'il faut oublier tout ce qu'il y a eu avant le 7 décembre. Non, pas du tout. Donc, la justice va opérer. Seule la justice, dans l'état de droit que nous sommes, est habilitée à dire ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas au regard de la loi. Et c'est cela qui sera fait. Pour moi, le plus important, c'est que quand nous savons que, d'une manière ou d'une autre, puisque nous sommes dans la République, que nous sommes dans cet état de droit, c'est de savoir que le rôle, là, c'est la justice qu'il a. Et là, la justice est en train d'agir conformément à ce que la loi fondamentale, c'est-à-dire que la Constitution lui a conféré. Et c'est ce que tout le monde devra accepter. Maintenant, le plus important, moi je dis quelque chose qui est très important. Que tu sois dans la République, qui que tu sois dans la République, lorsqu'on en vient à dire on a arrêté telle personne, ou bien on a appréhendé, la justice a appréhendé telle personne, on entend souvent dire ah, parce qu'il s'appelle tel, c'est comme si on ne devrait même pas le toucher. Oh non, c'est pas ça. Le plus important, et c'est ça l'état de droit, c'est de savoir est-ce que les droits de cette personne-là sont respectés. Pour moi, à partir du moment où les droits de la personne sont respectés, la justice peut interpeller qui que ce soit dans la République. Bien. Qui que ce soit. Monsieur Tometi, quand on parle d'incitation à la rébellion, vous, à votre niveau, concernant le cas de Monsieur Azanaï, puisqu'il y a ces différentes personnalités qui se retrouvent dans cette situation, vous liez ça aux événements de 7 ou vous remontez également à tout ce que Monsieur Azanaï a eu à dire avant cette date fatidique? Madame Angèle, vous me permettrez de ne pas parler des personnes, mais de parler rien que des faits. Bien. Il faut dire, lorsque, dans le cadre de la commission d'une infraction, peut-être vol, coup et blessure volontaire, et que vous, la veille, vous avez eu à menacer la victime, par exemple, les enquêteurs vont s'intéresser à vous parce que vous aviez proféré des menaces vis-à-vis de la victime en question. Lorsque vous faites prophète, d'accord, et vous prédisez que telle chose va arriver, ou telle chose peut arriver, et que, en fait, ça finit par se produire d'une manière ou d'une autre, ne soyez pas étonnés qu'on s'intéresse à votre personne. Lorsque les faits se sont produits, et que vous trouvez des éléments d'argument pour le justifier, même si vous commencez par les dénoncer, et vous atténuez pour dire, oui, c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue. Donc, parce qu'il n'y a pas de dialogue, vous admettez que c'est illégal, mais que c'est légitime quelque peu, parce que vous entendez que c'est la réponse idéale au contexte politique qui accourt actuellement. Ça veut dire, d'une manière ou d'une autre, vous prêtez franc, en fait, à ce qui s'est passé, et on ne dirait pas que les enquêteurs ont exagéré en s'intéressant à votre personne, ou voir si vous n'avez pas de lien avec ceux qui ont formaté le coup, quand bien même on peut vous trouver en fait des infractions autres que la commission de l'infraction principale même. Vous avez pu remarquer que certains autres acteurs politiques ont été pris, mais relâchés après mis sous convocation. Nous avons appris dans cette journée que des gens qui ne sont même pas acteurs politiques, mais qui sont dans l'activisme d'une certaine façon, une de vos collègues ou ex-collègues, et qui a été pris aussi. Donc tout ça rentre dans ce champ. Lorsque vous voyez en fait la réponse que certaines personnes ont donnée le jour en fait des événements à ce qui se produit, vous devez vous attendre, quand on est dans un pays normal, que les premières mesures d'enquête doivent s'intéresser à ces personnes-là. Parce qu'en vérité, ce qu'il y a, c'est quoi? Dans quelques jours, normalement, et Roméo l'a dit tantôt, le procureur doit nous situer sur ce qui s'est passé. Sinon, on n'a pas de service de renseignement. On doit pouvoir nous dire, nous faire le fil du déroulement, en fait, de cette affaire-là. Comment ça s'est préparé, les personnes impliquées, ainsi de suite. Comme dans beaucoup d'autres infractions, dans beaucoup d'autres faits qui se sont passés. Donc, le procureur, aujourd'hui, dans la recherche, en fait, des éléments qui peuvent lui permettre, en fait, d'apprécier, d'avoir une idée du déroulé en fait de la chose. Donc, ces mesures-là
moi je considère qu'elles ne sont encore que des mesures d'enquête. D'accord? Donc, on n'est pas là pour juger quelqu'un, il est coupable de ci et ça, mais les actes, les faits, les positions que les uns et les autres ont donné à un moment donné justifient en fait que la justice s'intéresse à eux pour véritablement voir s'ils ne sont pas liés d'une manière ou d'une autre. Et la poursuite là peut même déboucher sur la découverte d'autres informations. Absolument. Pourquoi pas? Et donc, nous restons en fait dans cette attente pour, comme je disais tantôt, je ne voudrais pas citer une sur une grecque, mais ça reste que qu'on le veuille ou pas, sur la base des éléments d'information sur la place publique, nous admettons bien légitimement que, en fait, c'est des gens qui ont adopté un certain nombre de positions qui contreviennent, en fait, au bon vivre ensemble, en nous basant sur, en fait, nos textes, notamment le code du numérique et notre code pénal. Vous ne voulez pas vous intéresser aux personnes. Mais bon, restons factuels. Dans le lot, on a appris aujourd'hui qu'un député en fonction, quand même, a été également interpellé, Julio Tometti. Pourtant, il y a une procédure et justement, le parti politique auquel ce député appartient a très vite sorti un communiqué pour rappeler que c'est une session parlementaire qui est en cours et on prend ce député-là en violation de toutes les procédures. Vous êtes juriste. Je ne veux pas faire du juridisme, je veux dire seulement que... Bon, vous pas de débat de personne, mais pas de juridisme non plus. Vous me permettez de prendre vraiment de précaution pour dire deux choses. Première chose, de ce que nous avons vu, comme je disais tantôt, ça, je l'avais personnellement dénoncé à travers les canaux digitaux, notamment de Facebook, le comportement d'une militante d'un parti politique qui, le jour des événements, a écrit un message tendancieux comme ça. Après, on a découvert que cette dernière était candidate sur la liste électorale et qu'elle occupe même une position publique. Sur la liste de son parti. Sur la liste de son parti et qu'il occupe même une position publique, une position dans l'une de nos institutions de la République. Je trouve ça suffisamment grave. Et je disais tout à aujourd'hui à quelqu'un, ce parti doit faire attention. Parce que ce que nous disons ou que nous faisons, s'il arrive que l'on trouve véritablement en fait, des liens entre les responsables ou certains responsables de ce parti politique et avec ce qui s'est passé, il n'y a pas en fait à s'étonner que l'on s'intéresse véritablement à l'existence même du parti en nous focalisant sur la charte des partis politiques. Il y a en fait des rubicons qu'un parti politique ne doit pas franchir. Je ne voudrais pas en dire trop. Donc le parti, surtout le communiqué de ce jour, je dis le parti doit savoir raison garder. Nous sommes en situation de crise et la gestion d'une situation de crise n'est pas la même lorsque nous sommes en situation ordinaire. Parce que ce qui s'est passé, c'est suffisamment grave et extrêmement grave. Et comme je le disais tantôt, je reviens sur le sujet. Nous avons vu en capture, les captures d'écran, la satisfaction, on disait que c'est une fête. Au moment où les faits étaient en train de se dérouler pour un élu de la République, que c'est une fête. Ensuite, là, en parlant d'infraction, comment dire, je ne veux pas parler peut-être pour expliquer ce que c'est que le flagrant délit en fait. C'est la question d'immunité, c'est une question très large en ce sens que ça a deux problématiques. La première problématique, c'est que comment faire pour que ceux qui occupent des positions publiques ne soient pas livrés, d'accord, à quelque peu, surtout quand pas du législatif, ne soient pas livrés en fait au revers ou aux rancunes que en fait l'exécutif à travers le judiciaire peut développer. Donc, il faut les protéger. Mais dans cette protection, ça s'est déjà passé avec un député dans ce pays-là, à Taorenoko, la question de flagrance délit, où on a découvert dans un magasin des produits prohibés. La police était sur les lieux. L'individu est présenté pour dire ce magasin, c'est mon magasin. Parce que je suis député à l'immunité, vous ne pouvez pas l'ouvrir de force. Le lendemain, les forces de l'ordre sont venus ouvrir, ils ont trouvé des produits prohibés. Il n'y a pas plus besoin de longue enquête pour faire le lien entre l'intéressé et les produits. C'est ce que nous appelons simplement la flagrance délit en fait. C'est lorsque l'infraction est tellement flagrante que, en fait, véritablement, peut-être pour la juger, il suffit de rechercher des éléments d'atténuation ou d'aggravation, ou si ça n'a pas d'autres ramifications éventuelles, sinon en fait, de la déclaration ou de cet écrit de ce député-là, ça suffit largement en fait pour la condition de la flagrant délit. Et en matière de flagrant délit, la question d'immunité, ça tombe de fait. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, le parti est dans ses droits pour toujours contester en fait la position du droit. Mais je dis, la situation dans laquelle nous sommes est suffisamment grave
on doit savoir donc garder pour aménager les communications, d'accord, à des, comment dire, que ces communications soient conformes à ce qu'on peut appeler, à ce que les communicants appellent la communication de crise. Sinon, nous ne le souhaitons pas. On dirait davantage que les espoirs de liberté sont embrigadés et qu'il se trouve que des partis politiques, en tant que structure, est mal à partie avec la justice et que peut-être ça peut même finir par remettre en cause l'existence même de ce parti. Nous ne le souhaitons pas parce que j'estime, et comme nous le constatons, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de Béninois qui se retrouvent à travers ce parti politique. Et donc le parti doit travailler de manière républicaine à préserver cette image-là, à préserver cet attachement que les milliers de militants et de sympathisants ont à leur égard. Bien, allez, Roméo Aïssegbe, je veux vous interroger sur cette opinion qui voit plus l'obédience politique de ces personnalités politiques interpellées. Kadi Dazanaï, résistant, on connaît, Chabi Aï, fils de l'ancien président de la République, donc de l'opposition, et le député Sounon Bokeh également, tous de l'opposition dite radicale. Doit-on craindre une traque ciblée? C'est la question qui est dans l'opinion depuis quelques jours, heures si vous préférez. Merci beaucoup. Vous avez bien fait de le dire, mais je veux déjà, compte tenu à partir des faits relatés par M. Tometin tout à l'heure, attirer notre attention sur ce que nous avons vu et que tout le peuple a vu avec nous. C'est-à-dire une forme de satisfaction morale de cette dite opposition formelle, entre griffes, et dont les preuves qui sont allées ça et là ont justifié la démarche de la justice à laquelle nous assistons aujourd'hui. Voyez, ce serait de mauvaise foi, et moi je le dis, c'est-à-dire la mauvaise foi la plus mauvaise et pourrie, que de penser que c'est un règlement de compte de façon ciblée en la direction de l'opposition radicale, puisque nous avons tous vécu ce 7 décembre-là comme une journée où le soleil voulait quitter le Bénin. Parce que quand je le dis ainsi, c'est que ces oppositions aussi reconnues, je parle de l'opposition reconnue dans la personne des partis politiques régulièrement enregistrés d'abord, c'est justement parce que la Constitution n'est pas suspendue. Les partis politiques ne sont pas suspendus depuis le 7 là. C'est parce que l'Assemblée nationale n'est pas suspendue qu'ils continuent aujourd'hui de réclamer ce statut-là. Parce que les mutins à la télévision, pour la scène à laquelle nous avons assisté, l'extrait de leur discours suspendait tout ce qui était régalien. En tout cas, l'état de droit n'existait plus et devrait devenir un truc de CMR ou je ne sais pas quoi. Alors, est-ce que dans ces contextes-là, on pourrait parler d'une classe donnée, puisque en réalité, c'est sur du fait, en partant du fait de ceux qui ont adoubé. Et c'est sûr que l'évolution du dossier pourra peut-être donner d'autres angles à ça, dès qu'on verra d'ici là peut-être des personnes qui seront interpellées, mais qui ne sont pas de l'opposition. Puisque dans l'évolution, nous avons quand même vu, pour ceux qui s'intéressent un peu aux réseaux sociaux, que les figures que vous voyez là ont posé des actes, au moins qu'ils ont laissé dans le public, comme quoi ils sont satisfaits d'une manière ou d'une autre de ce qui arrive. J'en ai vu même jusqu'à voir un candidat en lice sur le parti, je ne vais pas appeler son nom, et qui a dit que c'est maintenant que le vrai sens de la Constitution de 11 décembre 1990 a pris corps. C'est à croire qu'il n'a même pas l'histoire qu'en 90, c'était justement pour conjuguer au passé les coups d'État que la Constitution est venue. Donc quand vous voyez des personnes qui agissent dans le cadre légal de la politique adouber cette mutinerie, il faut convenir avec moi qu'ils ne pourront que se cacher derrière l'opinion et de mauvaise foi distillé dans l'opinion publique que c'est parce qu'ils ont adopté une position. Quand on regarde les profils, on peut se poser la question, les justement, profils politiques. Regardez, je vais attirer, ce que vous dites est juste, oui, mais... je vais attirer votre attention sur ces profils-là. Ces profils dont vous parlez là, c'est des gens, quand je prends le cas de la résistance, c'est des gens qui disent, à partir du moment où nous n'avons pas fait passer nos propositions au niveau des réformes, tout ce qui se passe sous la rupture, nous, on ne respecte pas les lois. Donc, on ne va pas, je parle de la résistance, on ne va pas à leurs élections, on ne respecte pas leurs lois. Ça, c'est un. Donc, c'est des hors-la-loi, ce que nous appelons résistants. Si je prends l'opposition en la personne de certains partis politiques, ils sont dans l'appareil, ils se sont inscrits dans la logique des tests, mais refusent de satisfaire
les tests dans leur contenu à 100% pour pouvoir participer aux élections. Oui. Et on a constaté que quand ils ont pris conscience finalement, ils ont pu décrocher une élection sur 3 qui sont en vue d'être réalisées aujourd'hui. Alors, lorsqu'on sent, venant de ceux-là, la satisfaction un peu extériorisée, et j'en veux pour preuve, je peux vous dire par exemple, ce qui a été remarquable par toute la toile, et qui a créé même le choc quand le président du parti Les Démocrates a finalement fait sortir son discours pour dire que aux premières heures, quand c'était sombre, attention, c'était à croire qu'on n'avait pas la connexion. Les premières heures qui étaient sombres de 7 décembre là, je crois que beaucoup d'entre nous ici que je connais, qui avaient des profils, priaient pour que l'ordre républicain ne soit pas résigné au Bénin et que ces mutineries n'aboutissent pas. Mais c'est 2 jours, 3 jours après que ceux-là viennent. Et pour celui qui est le plus actif dans des membres de ce parti-là, qui lit les communiqués, qui proclame les communiqués de ce parti, lui, il parlait de Barça et de Real. Il parlait du football pendant que nous, on était en train de nous échiner. D'accord, mais non, excusez-moi. Non, ce que je suis en train de... Non, la loi n'a pas interdit ça. Oui, là où je vais, c'est quoi? Merci beaucoup de me poser la question de savoir. Là où je vais, c'est que ça, ce qui devrait attirer l'attention de tout le monde, c'est que aujourd'hui, quand ça se passe, les gens se demandent, on est en train de faire des enquêtes et il y a des personnes dans leur rang qui sont inquiétées. Et ils vont se remémorer la journée du 7 où pratiquement eux, ils ne parlaient pas et ils ne dénonçaient pas. Et donc, lorsque ça commence à se passer comme ça, convenez avec moi que ça devient d'une manière ou d'une autre naturelle dans la tête du commun des Béninois que quelque chose s'est passé. Ça, c'est un procès d'intention. Non, ce n'est pas un procès d'intention, c'est juste attirer notre attention sur des faits. D'accord, oui. Moi-même, je vous pose la même question sur l'impression que certains ont sur une certaine traque ciblée au sein de l'opposition. Le problème, pour moi, il est plus profond. Parce qu'il y a une chose qu'on s'amuse bien à faire dans, je ne vais pas dire la République, hein, parce que le fait même de faire ça, c'est contre la République. Il y a une chose qu'on s'amuse à faire dans ce pays, qu'est le nôtre, c'est qu'on laisse toujours la cause et on s'attaque à l'effet. C'est ça qui est notre problème. Et de cette façon, on s'éloigne toujours du problème. Et Dieu sait que mal nommer les problèmes, c'est en rajouter au problème du monde. Et chaque fois, on ne fait qu'en rajouter. Et c'est ce que fait ce parti-là, et ses sympathisants, et tous ceux qui se retrouvent à travers... enfin, je ne sais même pas si c'est une cause que ce parti-là défend. Donc, voilà ce que fait ce parti-là. Quand vous rassemblez les pièces bout à bout, que ce soit le député Sounon Bouquet qui a été interpellé, que ce soit un membre de ce parti, que ce soit même le communiqué du parti et bien d'autres choses, quand on a interpellé par exemple Tiabi Ayi, il y a 3 jours je crois, qu'est-ce qu'ils ont pondu comme communiqué? Pendant que le parti est en train de se préparer pour les élections, c'est dans leur communiqué, hein. Voilà qu'on vient arrêter quelqu'un, comme si, en appréhendant cette personnalité, c'est dans l'idée de les perturber dans leur préparation pour les élections. Et donc, eux, ils ont occulté la situation actuelle du pays. C'est ça, en fait, ce qui est à la limite dramatique et qu'il faut dénoncer. C'est ça le problème. Et donc, pour eux, la République, j'ai l'impression que pour eux, la République n'est pas au-dessus du tout. Or, la République doit être au-dessus de tout. Il faut voir dans ce qui se passe là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de porter atteinte à la République? Bien sûr que les événements du 7 décembre portent atteinte à la République. Et donc, tout ce qui peut avoir de la connivence avec cela, tout ce qui peut entacher de faire, c'est-à-dire qui peut empêcher de faire la lumière, cela, il faut chercher à élucider ça. Et donc, à la phase d'enquête où nous sommes, tout ce qui peut amener à faire de la lumière sur ces événements du 7 décembre souffrait. Je dis ça à ce parti-là, à tous ceux qui se retrouvent à travers les idées qu'ils font, souffrait que l'enquêteur, c'est-à-dire le procureur, puisse s'intéresser à tout ça. Et c'est ça qui peut nous amener par-ci ou par-là. Et comme je l'ai dit dans mes propos du début, le plus important, c'est que les droits de chacun soient respectés. Et c'est ça qui serait la preuve de ce que nous sommes réellement dans un état de droit. Mais quand on occulte ça
qui est le fond et qu'on s'intéresse à des questions qui réellement ne nous font pas avancer comme ils en ont l'habitude, on va se retrouver toujours à se demander si on n'est pas en train de faire la traque contre des opposants ou des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont contre ce qui se fait dans le pays depuis 2016. Au lieu de voir réellement quel est le problème que nous avons, quel est le problème que la République, à quel problème la République fait face en ce moment. C'est ça, en fait, le problème. Quand on s'éloigne de ça, on va se poser ces questions-là. Maintenant, l'acte posé, que ce soit par les députés, que ce soit par l'autre membre simple du parti, que ce soit par d'autres personnes, est-ce qu'ils l'ont fait en tant que député? Est-ce qu'ils se sont réjouis en tant que députés? C'est là la question que moi je pose. C'est des Béninois. On ne peut pas encore leur dénier, de toute façon on ne peut pas leur dénier leur appartenance au pays. Donc c'est des Béninois. Maintenant, quand ils arrivent à poser des actes qui vont à l'antipode de ce qui est au-dessus de tous et qui nous rassemble tous, qu'est la République, il faut bien que la loi passe par là. Et quand cela se fait, on ne doit pas s'interroger. Autrement, c'est qu'on s'éloigne de l'esprit là même qu'est l'état de droit, qui est ce choix-là que nous avons fait en 1990. Et donc, pour moi, la question, elle est là et elle est fondamentale. Je vais dire une petite chose là, au bénéfice du principal parti d'opposition, les démocrates, dont certains membres ont mal à partir avec la justice. Au lendemain des événements du 7 septembre, c'est vrai, du 7 décembre, c'est vrai que certains l'ont reproché pour dire que c'est de manière tardive, mais le parti a pondu un communiqué pour dénoncer les faits. Et moi, je m'attendais à autre chose au regard de ce que l'actualité nous a offert, et ça aurait permis en fait de voir en fait toute la part de responsabilité que le parti a pris. Lorsque vous avez des brebis égarées, en tant qu'institution, il vous revient premièrement en fait de non pas les dénoncer, mais de rappeler en fait ces derniers-là à l'ordre. Moi, j'aurais aimé que le parti prenne un acte pour dire tous les militants ou responsables à quel niveau que ce soit, qui dans la presse ou sur les canaux digitaux ont adopté telle position, les ramener à l'ordre ou même une sanction symbolique. Et les gens comprendraient en fait que ce parti s'est désolidarisé en fait de l'apologie du coup d'État dans laquelle certaines personnes ou certains de leurs militants se sont incrustés. Ça les aurait en fait anoblis d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous n'avez pas cette position-là et que de manière individuelle, des gens commettent des impairs et que la justice s'intéresse à leur cas, il ne revient pas en fait aux partis politiques de porter le manteau protecteur en ce moment-là à l'endroit de ces militants. Parce que ça ne participe pas en fait de l'éducation de la nation. Nous avons déjà dit par rapport à celui qui est député, l'article 90 de la Constitution, en son alinéa 2e, a été très clair. Aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté lorsqu'on est en session, sauf les cas de flagrant délit. Et il se fait que ici, en fait, nous sommes en matière de flagrant délit parce que, en fait, les faits sont à la connaissance au vu. Bon, on suppose qu'on est en flagrant parce qu'on n'a pas de communiqué officiel. Bon, on a vu, en fait, peut-être sur la base, en fait, des messages, je voulais paraphraser tout à l'heure pour dire toute la joie que nous sommes en fête, c'est une fête et tout ça là. Quand ça se produit pour un élu, en fait, on peut dire que c'est suffisamment grave dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc, moi, je réitère en fait que le parti prenne en fait ses responsabilités républicaines pour commencer en leur sein à se désolidariser en fait du comportement de certains de leurs militants qui sont à l'antipode des valeurs que nous cultivons ensemble. En vérité, c'est de la victimisation. C'est de la victimisation, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Si pour eux, le fait de faire ça peut leur permettre de s'ancrer un peu beaucoup plus dans le cœur de quelques concitoyens, permettre d'avoir quelques voix de plus, pourquoi pas? Pour eux, toutes les occasions sont bonnes quand ça leur permet d'avoir des voix, même si cela est contre le principe même républicain que nous devons tous défendre. On reviendra à Romero Isebe que la justice ira partout où besoin dans cette enquête qui traque tous les fauteurs de troubles. Si la justice elle-même sait que même un président de la République, lorsqu'il commet parjure, devrait subir les rigueurs de la loi, je ne pense pas que autre responsabilité que vous puissiez occuper dans ce pays, que ce soit dans l'ordre politique ou religieux ou quoi que ce soit, vous pourrez vous absenter de répondre promptement de vos actes devant la justice. Et je crois que c'est le moment
de sensibiliser. Je crois que cette émission même joue ce rôle-là pour permettre aux Béninois et personnes résidentes au Bénin que la loi au Bénin ici a un gendarme et c'est la police judiciaire. Cela nous permet donc de passer à notre second sujet de ce soir. La Cour constitutionnelle, dans sa décision DCC 25-293 du 12 décembre 2025, a déclaré la loi numéro 2025-20 conforme à la Constitution en toutes ses dispositions. Je rappelle que cette disposition fait suite à 16 requêtes de députés du parti LD et 5 de citoyens contestant notamment la procédure de vote et le fond du test. Et parmi les réformes, vous le savez, le Sénat, l'instauration d'une trêve politique, la modification de la durée des mandats. Mohamed Liamidi, la Cour a validé donc la loi après avoir vidé les recours. Cette validation finale du juge constitutionnel met-elle, selon vous, fin à la controverse ou va-t-elle continuer à nourrir la méfiance d'une partie de la classe politique? Dans la pratique du droit, c'est-à-dire que si on était, je ne vais pas dire un pays normal, c'est-à-dire que si nous comprenions ce que c'est que les institutions et le rôle que chaque institution a à jouer dans la République et donc dans le fonctionnement démocratique, puisqu'il n'y a pas de démocratie sans institution, la réponse à votre question, c'est oui. Cela devait mettre fin au débat. Pas parce que tout le monde serait d'accord sur ce qui est fait, pas parce que tout le monde aurait accepté, c'est-à-dire aurait adhéré à ce qui est fait, donc aux réformes, même parce que la loi qui est fondamentale chez nous, qui est la Constitution, dit que les décisions de la Cour sont sans recours. Et donc, à partir de ce moment, que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, ce que vous avez à faire, c'est de respecter ces décisions-là, qui sont les décisions de la Cour constitutionnelle. Mais malgré cela, ce que nous avons toujours observé ici, et qui est dommageable et qu'il faut dénoncer, c'est que quand des décisions issues de cette Cour, quand ça arrange certains qui se réclament de l'opposition et ceux qui se retrouvent à travers eux, quand ça les arrange pour eux, c'est que la Cour a dit le droit, c'est que la Cour a fait ce qu'il faut, c'est que la Cour a joué son rôle. Mais quand les décisions qui viennent de la Cour ne les arrangent pas, ne rencontrent pas leur assentiment, n'est pas la manifestation de eux, leur volonté, alors là, en ce moment, ils disent que la Cour est passée à côté ou ils disent que la Cour est au service de quelqu'un ou d'un homme ou d'un gouvernement. C'est ça le problème que nous avons ici, du fait que les gens ne respectent pas les institutions. Les gens ne font que dénigrer les institutions, ne font que s'en prendre aux institutions. Et malheureusement, ça nous conduit à ce que ça nous conduit. Ça nous conduit malheureusement à ce qui est arrivé le 7 décembre, qui est dommageable, et qu'il faut toujours rappeler que ce n'est pas le chemin à suivre. Pour moi, les choses sont claires. Alors, le changement, quelles sont pour vous les implications de ces amendements dans l'animation de la vie politique après cette validation? Déjà, pour le peu que j'ai eu à entendre et à lire ça et là, surtout à partir des explications des auteurs de cette loi, en la personne des députés ayant voté cette loi, je trouve que c'est la partie qui manquait à notre démocratie pour être pleinement béninoise. Il y a la démocratie qui est un langage commun à tous les peuples en matière de liberté. Mais il y a la démocratie purement qui épouse l'idéal béninois. Je justifie mes propos par les propos de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, M. Théodore Ollot, professeur Théodore Ollot, qui disait que la substance, donc le rôle qui est dévoué au Sénat, en réalité, était discuté même déjà lors des débats de 90, mais qu'on a eu une seule raison de ne pas l'appliquer, c'était que le pays était en crise économique. Et donc, on estimait que ça serait une institution, peut-être en ce temps-là, encore budgétivore, et peut-être dont on n'aurait pas les ressources pour pouvoir faire tourner ça à plein régime. Mais aujourd'hui, nous avons un État qui a pu régler un certain nombre de besoins, qui a commencé par prendre en charge
une certaine charge à partir du budget national, sans forcément attendre des prêts. Et vous le savez très bien. Et quand je me réfère même au budget voté récemment, qui a réservé le tiers pratiquement de ce budget-là au social, uniquement financé par le budget national, on peut comprendre alors que nous sommes prêts. Et si nous sommes prêts, c'est palpable quand on voit le contenu qui est donné et les personnalités choisies pour siéger de droit. On comprend aisément que les questions dans lesquelles nous sortons tout à l'heure, oui, par rapport au premier volet de ce débat, qu'il y aurait des angles qu'on ne pourrait véritablement peut-être dénouer ou bien éclaircir si on ne passait pas par ce table à palabre dans le souci de cette cohésion sociale. Puisque quand vous entendez ça et là, les arguments utilisés par certaines personnes qui se retournent contre eux aujourd'hui, c'est que moi, j'ai eu dit des gens dans le domaine public que oui, c'est vrai, je condamne ce qui est arrivé le 7 décembre, mais c'est quand même dû au fait qu'il n'y ait pas le dialogue social. C'est quand même dû au fait qu'il n'y a pas cette table à palabre, c'est-à-dire cette assise, cette case à Djalassa, permettez-moi de le dire comme ça, où les anciens peuvent s'asseoir et régler les problèmes c'est-à-dire en dehors de la justice. Et que, régler tout par la justice arrive à déchirer de plus en plus la société que nous avons. Et quand on voit les attributs de ce Sénat, que heureusement les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont pu trouver dans l'esprit de la Constitution de 90, que cela répond avec le niveau que nous avons aujourd'hui, les Béninois qui retroussent leurs manches et qui travaillent, qui cotisent pour l'État, et que l'État peut quand même entretenir des têtes bien faites, des personnes qui ont acquis un certain nombre d'expériences et qui, par leur sagesse, peuvent nous aider à sortir. Je peux dire, oui, cette institution, cette promulgation est bienvenue et je veux vraiment que, je parle de la promulgation la plus rapide possible par le chef de l'État, afin que la crise que nous traversons à partir du 7 décembre puisse trouver véritablement son aboutissement à ce niveau-là, pour que les uns et les autres qui continuent quand même, puisque ceux qui estiment que on n'est pas en crise aussi. Non, il y a d'autres qui estiment qu'on n'est pas en crise, d'autres qui estiment que, on veut le dialogue national, d'autres qui veulent assise nationale. Maintenant, il y a une assise permanente, c'est le Sénat. Il y a quand même des personnalités qui peuvent quand même se prononcer. Les couches des personnes ayant dirigé le pays, des personnes ayant dirigé la haute institution, comme l'a dit la ministre tout à l'heure, et leurs décisions étaient sans recours en temps, ils sont encore là, ils ont les expériences. Il y a aussi des hommes qui ont occupé les hauts rangs de l'armée, et qui sont à la retraite, qui peuvent s'asseoir. On parle de mutinerie. Il y a pas mal de choses aujourd'hui où, vraiment, si seulement le mercredi prochain, demain, le chef de l'État peut promulguer cette loi, nous allons aller très vite et régler tous les problèmes dans les détails. Julio Tometti, je vous pose la même question. Fin de la controverse, selon vous, après la validation finale et également les implications au sein de l'animation de la vie politique. Non, fin de la controverse, non. Vous savez que Bénin, nous sommes tellement intelligents, nous avons tellement fouiné que la controverse ne peut pas s'estomper. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours, mais ils ne sont pas exemptes de commentaires. Et donc, ça va continuer. Ce que je note simplement, comme tout Béninois, c'est que nous avons expérimenté un modèle depuis 1990. Et à un moment donné, il faut s'arrêter pour faire le point, pour nous demander ce que cette pratique démocratique, ce que ça nous a fondamentalement apporté. Au regard, en fait, de ce diagnostic, de cette analyse, on peut se demander s'il ne faut pas expérimenter autre chose. Vous savez, en 90, on a mis un certain nombre d'institutions où, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup critiquent pour dire cette institution, elle est budgétivore ou elle ne l'est pas. Mais le seul fait que ça existe, d'accord, en fait, c'est l'image en fait, de ce que la République dit que nul ne doit être au-dessus de la loi. Patrice Talon, il y a de cela un an presque exactement, lors de son discours à la nation, à l'Assemblée nationale, disait vers la fin, et ça fait beaucoup polémique, il dit « Fini la chamaille politique inutile et intéressée ». En fait, en vérité, c'est un peu ça. C'est ça qui s'est traduit en fait à travers cette réforme constitutionnelle instaurant en fait une trêve politique. Mais une trêve politique dans laquelle on a trouvé en même temps des aménagements pour que
que vous soyez capable de contribuer à l'œuvre en fait de développement, notamment en faisant des propositions ou des contre-propositions. Il n'a jamais été dit en fait qu'il n'y aura pas de critique ou qu'il n'y aura pas de contre-proposition. Mais il n'y aura pas pendant 6 ans des compétitions, abus, et j'ai dit quoi, oui, les critiques ou critiques, voilà, abus électoral, à finalité électorale. Mais telle politique publique, nous pensons que ça peut aller dans tel sens, nous pensons que ça peut aller dans tel autre. Il est même prévu, en fait, dans cette réforme constitutionnelle, en fait, un cadre de discussion entre opposition même et gouvernement pour, en fait, installer, en fait, un mécanisme de dialogue permanent, en fait, quoi. Donc, c'est quoi? C'est simplement pour parvenir à une certaine cohésion nationale, pour que les énergies puissent se diriger vers, en fait, notre bien commun. Notre bien commun, c'est quoi? C'est que le Béninois, partout où il est accès à l'eau, l'électricité, les soins de santé, l'éducation, quoi manger matin, midi et soir, les infrastructures de base, d'accord, pour avoir le minimum qu'il faut. Maintenant, c'est vrai, les questions de liberté sont des questions assez sensibles, où lorsqu'on tente de réduire en fait l'espace de ce que nous considérons comme notre liberté, et qui, bon, peut-être bon comme mal n'est pas encadré, et qui nous renvoie en fait vers des travers, il faut à un moment donné chercher des trucs là. Moi je pense qu'il faut expérimenter ça, et à l'heure de l'expérimentation, si ça, il y a des vertus ou bien des failles, nous aurons le temps de le découvrir, parce qu'en fait, il n'y a jamais de normes figées. Les normes, elles sont évolutives. Expérimentons ce qui vient de nous être proposé, et nous aurons le temps, en fait, d'apprécier. Mais je n'ai pas le sentiment que ceux qui ont proposé la réforme soient dans une intention pérennicieuse d'embrigader, comment dire, les espoirs de liberté, ou de les avoir fait sur des considérations purement subjectives. En analysant de fond de tout là, si on se départisse de toute question partisane et tout ça là, chaque Béninois peut se retrouver à travers cette réforme de dire, au-delà de tout, qu'est-ce que nous recherchons? L'activité politique même que nous faisons, les chemins politiques là, qu'est-ce que nous recherchons? Nous tous, nous disons, nous voulons le bien de ce pays-là. Nous voulons que les réformes atteignent, comment dire, que les politiques publiques atteignent les cibles pour lesquelles elles sont destinées, et qu'ils s'orientent vers la satisfaction des besoins fondamentaux. Alors, si les besoins fondamentaux, si nos besoins fondamentaux peuvent être satisfaits dans un contexte où on est départi, en fait, de ces conflits qui n'en finissent pas, de ce qu'on fait, que le président de la République, au lieu de penser aux politiques publiques, pense à comment satisfaire telle classe politique, comment satisfaire tel acteur politique, comment peut-être envoyer telle personnalité ou tel ministre dans telle autre institution. Si c'est ça constamment, nous finalement, les seules victimes délaissées, en fait, c'est la base. Et quelqu'un, je ne le dis pas pour jeter de l'opprobre sur la démocratie, quelqu'un m'a dit une fois, mais finalement, la démocratie telle que nous l'avons expérimentée depuis 90, ça profite à qui? C'est un jeu d'acteurs. Et là, les gens vous disent, lorsque tout le monde parle, lorsque l'opposition et mouvancier parlent, c'est un jeu d'acteurs politiques dans laquelle les populations sont complètement hors sujet. Et donc, par rapport à ça, il faut trouver en fait les mécanismes pour que ceux qui sont autour de leur dissension, nous n'en payons pas le prix fort. Et que de leur cohésion, nous puissions avoir les meilleurs bénéfices qui soient. C'est ce que je peux dire pour m'écarter complètement de toute question de droit et pour me mettre en fait dans la peau du Béninois lambda, départi de toute considération plus partisane, pour rentrer en fait dans la philosophie de cette réforme. Mohamed Liamidi, vous, quand vous projetez dans l'application de ces différents amendements, qu'est-ce qui change? Enfin, comment l'animation de la vie politique va se faire selon vous dans cette projection? Elle va se faire de la façon la plus profitable aux citoyens de ce pays. C'est-à-dire? Vous savez, l'autre, j'ai entendu ce matin un député de l'opposition, qui de plus est membre du bureau de l'Assemblée nationale, qui a invité le chef de l'État à ne pas promulguer cette loi, c'est-à-dire cette révision. Moi, tout de suite même, je lui réponds en disant que j'invite le chef de l'État à le faire. Le chef de l'État doit promulguer cette loi le plus vite que possible, parce que c'est de cette façon que nous allons faire que l'animation de la vie politique
va désormais profiter aux citoyens de ce pays qui en fait ont besoin de quoi? Et c'est ça, c'est comme ça que l'animation se fera désormais. Elle se fera de façon à ce que chacun de nous puisse apporter ses idées pour que le pays ressemble davantage à ce que nous avons toujours voulu et à ce que nos enfants, nos arrière-fils là, le pays dans lequel ils souhaitent vivre. Parce qu'en ce moment, ils ne viendront pas dire que tous ceux-là nous ont précédés, mais n'ont pas fait en sorte que nous, aujourd'hui, nous puissions vivre comme il le faut face aux défis du nouveau monde. L'animation de la vie politique se fera de sorte que nous puissions parler de comment nous aurons suffisamment d'énergie pour faire tourner nos industries, de comment nous aurons l'électricité partout, de comment nous aurons l'eau potable partout, de comment nous aurons l'Internet partout, qui aujourd'hui crée du service et donc crée de l'emploi à certaines personnes qui s'auto-emploient. C'est ça, comme ça, c'est de cette manière que nous allons faire désormais l'animation, que se fera l'animation de la vie politique et qui profitera aux citoyens de ce pays, parce que c'est ça que nous avons manqué de faire depuis 1990. Et donc, fini, la trêve dont on parle, c'est la trêve de la chamaille politique inutile et désintéressée, comme comme l'a dit le chef de l'État, et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Si, de 1990 à 2016 et même à 2025, nous avons manqué de courage pour le faire, et qu'aujourd'hui, nous avons retrouvé un chef en la personne du président de la République, et qui, lui, a suffisamment de courage, suffisamment d'audace, suffisamment de charisme pour pouvoir nous conduire vers cette destination. Moi, je trouve que c'est ce qu'il fallait faire et c'est ce que les députés ont fait et ils ont bien fait de doter la République de cette loi qui va en fait changer l'environnement institutionnel, mais qui va le changer dans le sens qui profitera à tous les citoyens de ce pays. Merci à chacun de vous. On aura le temps de revenir en profondeur sur ce qui va changer, mais là, on doit rendre l'antenne. C'est dire, mesdames et messieurs, que c'est sur ces dernières analyses de nos invités que prend fin le débat de ce 16 décembre, qui nous a permis d'aborder de sujets, la vague d'interpellation de personnalités après le putsch déjoué du 7 décembre 2025. Serait-ce un signal fort de la justice au fauteuil de troubles? Nos invités ont répondu oui, puisque nul n'est au-dessus de la loi. La justice enquêtera partout, besoin se fera pour donc situer l'opinion sur ce qui s'est passé ce 7 décembre 2025. Et quant à la Constitution, dont les dispositions ont été, la révision dont les dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution, ce qui va changer, vous avez entendu nos invités le dire. Merci à chacun de vous, moi, Amélia Midi, Romain Waïsegbe et Julio Tometti. Je vous retrouve, plaisir à Dieu, mardi prochain. Mesdames et messieurs, je vous retrouve vous demain avec le même plaisir. Je vous rappelle que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques E-Télé avec vous, pour vous. Bonne suite de programme.